Bonsoir Laurent Berger, merci Bonsoir. infiniment d'être avec nous. Vous avez devant vous les directeurs RSE, développement durable d'un certain nombre d'entreprises. Nous sommes plus d'une centaine à l'ORS et puis surtout plus de 1500 personnes qui participent à nos travaux. Nous avons un certain nombre de valeurs en commun avec vous. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais je voudrais me permettre, si vous voulez bien, de vous présenter 2 secondes pour dire que vous avez, je crois, commencé votre parcours à la CFDT de Saint-Nazaire en 1996 et que vous êtes ensuite resté dans ce beau syndicat et que vous en avez gravi un certain nombre d'échelons tout en vous consacrant à des sujets qui sont devenus structurants pour vous après, et notamment le sujet du travail, évidemment celui de l'entreprise. Et puis vous avez pris la succession de François Chérec. Je reprends mes notes parce que c'était en 2012, c'est ça ? Oui, 2012. Et vous êtes resté de 2012 à presque il y a un an, en 2023, vous avez quitté la CFDT le 21 ou 21 juin, voilà. Donc un parcours en tant que secrétaire général de ce syndicat extraordinaire, d'autant que vous avez réussi à faire en sorte que, autour de 2018, je crois, eh bien, ce fut le premier syndicat de France pour le privé, hein, c'est bien cela. 2018, tout confondu. Tout confondu. Voilà. Alors 2017 pour le privé, 2018, tout confondu. Et puis, donc vous êtes évidemment une figure phare du syndicalisme en France, mais pas que, j'ai envie de dire, et j'avais découvert à l'époque des Gilets jaunes une initiative que vous aviez lancée qui, moi, m'avait fascinée, qui est le Pacte du pouvoir de vivre, une alliance avec un certain nombre d'acteurs de la société civile, et qui avait surtout pour but, enfin c'est comme ça que moi je l'ai compris et vécu finalement, de rendre le pouvoir au local, et c'est quelque chose qui est, enfin, en tout cas, de regarder comment les choses se passent au local, comment leur donner plus d'importance. Et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on retrouve dans cette transition environnementale que l'on veut faire, comment aller aussi travailler pour une sorte de décentralisation beaucoup plus efficace de nos sujets. Donc je trouve que cette initiative, je ne sais pas si elle existe encore, d'ailleurs vous nous le direz tout à l'heure, mais est vraiment fascinante. Vous êtes un auteur, vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment Syndiquez-vous en 2019. Réinventer le progrès aussi, c'était des entretiens, je crois, avec Monsieur Frémaux et Pascal Canfin avait également participé à ces entretiens. Et puis le dernier, en tout cas pour moi, peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, c'est celui-ci, pour une société du compromis, qui est publié à l'Aube, et c'est un entretien notamment avec Jean Viard sur un certain nombre de sujets qui sont aussi très précieux pour l'ORS, cette idée dans un monde de plus en plus radical, de trouver une ligne de crête qui n'est pas facile, avec le dialogue et avec au fond le compromis, comment trouver les voies de passage entre différentes positions qui peuvent s'opposer, qui peuvent en tout cas être différentes. Voilà, donc vous avez une magnifique carrière, c'est pour ça qu'on est très honorés. Moi-même, je suis un peu émue là de vous retrouver ce soir. Et je crois que au fond, on a ensemble, Laure et vous, un combat commun qui est celui de la conduite du changement dans les entreprises, alors soit de la transition environnementale, soit de la révolution environnementale. On met derrière les mots que l'on souhaite, mais en tout cas, c'est bien ce changement pour tenir compte des limites planétaires et le faire dans le cadre d'une transition juste. C'est un peu ça qui nous anime tous. On n'a pas évidemment trouvé la solution magique, si ce n'est celle du dialogue. Et on a très envie de vous entendre sur cette dimension qui compte de plus en plus à l'intérieur des entreprises, parce que l'entreprise s'instaure quand même comme un lieu où justement ce dialogue est possible, où cette transformation est possible, et elle le sera peut-être encore plus si on arrive à
comment dire, à tricoter de manière plus efficace dialogue social et dialogue environnemental. Donc il y a eu pas mal de réglementations là-dessus et d'évolution du dialogue social pour l'inciter à prendre en compte le sujet environnemental. On voit que c'est pas, il y a quelques progrès, mais que c'est pas simple et qu'il y a d'ailleurs des collectifs qui se créent indépendamment des directions RSE, indépendamment des partenaires sociaux à l'intérieur de l'entreprise, des collectifs de jeunes qui viennent justement avec une posture un peu radicale, bousculer à la fois les partenaires sociaux, les directions de RSE, etc. Donc voilà, donc tout ça est un peu évidemment complexe pour naviguer et trouver le bon chemin. Donc c'est cette question-là qu'on a envie de vous poser en premier. Voilà, dialogue social et environnement, comment favoriser un vrai mariage ? Merci, bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Juste préciser deux choses, qu'avant d'être à la CFDT, j'étais conseiller en insertion professionnelle et auparavant professeur d'histoire géo. Et que maintenant je suis directeur de l'Institut Mutualiste pour l'environnement et la solidarité du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui se veut en fait la direction ESG du groupe, mais en fait plus encore un centre d'expertise à l'accompagnement qui a vocation d'accompagner nos métiers, quels qu'ils soient, ils sont nombreux au sein du groupe, sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance pour que ces métiers, ces collaborateurs, ces collègues accompagnent eux-mêmes leurs clients dans cette révolution environnementale et solidaire, comme on le dit au Crédit Mutuel. Vous savez, d'abord, il y a une conviction qui m'anime et qui m'anime particulièrement sur ces enjeux d'articulation entre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, c'est qu'il ne faut pas chercher la martingale. Et on pourrait transposer cette affirmation un peu facile sur tous les enjeux aujourd'hui qui sont posés à la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle là. Et qu'on est face, si on prend juste le monde du travail, à deux révolutions industrielles extrêmement rapides, qui sont la transition environnementale et l'émergence de l'intelligence artificielle qui vont bousculer nos modèles et qui vont bousculer nos modèles de production, mais aussi nos modèles de services, nos modèles de travail, etc. Et que face à ces deux révolutions, donc, qui se conjuguent et qui ont comme particularité d'être beaucoup plus rapides que les révolutions industrielles qu'on a connues dans l'histoire économique, eh bien, si on regarde bien, ces deux révolutions industrielles, elles nécessitent de trouver les voies de l'adaptation au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elles nécessitent de trouver la façon d'accompagner les entreprises, d'accompagner les travailleurs, d'accompagner les citoyens pour regarder comment on les mène. Parce que s'il y a une certitude, c'est que sur la question environnementale, le mur arrive. On a besoin d'accompagner et donc de trouver des compromis. Et moi, je ne suis pas adepte du compromis pour le compromis. Je ne suis pas adepte. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien que ce qui se confronte dans les entreprises, c'est l'enjeu business. Les entreprises sont là pour faire du business, avec les enjeux de transformation qui sont devant nous. Et ces enjeux de transformation, ils sont extrêmement lourds. D'abord sur les modèles d'affaires, mais ils sont extrêmement lourds aussi sur les évolutions du travail et les évolutions de l'emploi. Et donc, moi j'ai deux convictions, c'est que c'est par le dialogue et par une application stricte de la subsidiarité qu'il faut le faire. C'est-à-dire que ce qu'on attend, et c'est vrai, y compris dans les entreprises parfois, les entreprises, elles doivent, comme le pouvoir politique dans une société, il doit donner le cadre, mais dans le cadre de ce cadre, il doit donner du rôle aux acteurs pour trouver la voie. Et ça, c'est le truc le plus difficile, parce qu'on est tous foutus pareil, d'une certaine manière, c'est qu'on en a marre un peu d'une forme de recherche de la martingale, mais en même temps, on aimerait bien trouver la solution miracle. Vous voyez ? Et donc, moi, je n'ai pas de solution miracle. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il y a besoin de trouver les conditions pour débattre des enjeux de mutation qui sont devant nous. Et moi, vous avez parlé de mon parcours syndical. Lorsqu'on s'engageait syndicalement dans les années 90, comme avant, on le faisait parce qu'on considérait que le social n'était pas le sous-produit de l'économique. Mais il y a un nouvel acteur qui est arrivé là-dedans, c'est la question environnementale. Et aujourd'hui,
moi, ma conviction, c'est que évidemment, le social n'est toujours pas le sous-produit de l'économique, que l'écologique, le sujet écologique n'est pas le sous-produit du sujet économique, mais que le social n'est pas non plus le sous-produit du sujet écologique. Donc, et qu'à un moment donné, c'est bien l'articulation de ces trois dimensions qu'il faut opérer. Et que ça se passe par... alors évidemment, des cadres dans la loi. Il y a eu quelques avancées très modestes avec la loi climat. Il a fallu se battre pour obtenir ces quelques avancées de droit de consultation du CSE pour obtenir. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Ça ne suffit pas. Il faut trouver la voie du dialogue sur les vrais enjeux. Et ça nécessite quoi dans l'entreprise? Ça nécessite que sur les enjeux stratégiques, le dialogue s'opère aussi. C'est-à-dire que c'est pas... On peut pas discuter que... Enfin, la transition qui est devant nous, elle n'est pas que l'articulation entre l'environnemental et le social. Elle est l'articulation aussi avec le business. Vous ne trouverez pas, ni de salariés d'ailleurs, ni d'entrepreneurs, enfin de patrons, qui accepteront qu'on fasse bouger le modèle si, au bout d'un moment, il n'y a pas un modèle économique derrière. Donc c'est cet enjeu-là qu'il faut trouver. Et aujourd'hui, dans l'activité qui est la mienne, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Le métier de la banque, c'est le métier de l'accompagnement et du financement et de l'accompagnement. Il faut faire des choix qui sont parfois pas tellement simples à faire. Mais ces choix, il faut le faire en ayant en tête que derrière, il y a quand même il y a du business, quoi. Et là où on a une révolution culturelle à opérer, c'est que l'enjeu business, l'enjeu environnemental, il est aussi un enjeu business demain. Alors c'est facile, dans certaines entreprises, c'est devenu le modèle d'affaires en fait. Mais dans d'autres, c'est plus compliqué. Quand vous êtes dans des activités très carbonées, la décarbonation, elle a un impact. Le moment de la transition, il peut être assez coûteux. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler. Et il n'y a pas d'autre voie que la confrontation des intérêts divergents qui traversent l'entreprise pour le faire. C'est-à-dire qu'on soit en capacité d'avoir une ligne claire d'abord, et qu'il ne soit pas qu'imposé. C'est mieux si ce n'est pas imposé simplement par la réglementation. Moi, je crois à la régulation. Je crois à la nécessaire régulation de l'économie. Mais je crois que quand on fait des choix simplement pour se conformer à une nécessité de reporting, sans conviction, on est dans une forme d'impasse. Donc, c'est nécessaire de faire de se conformer à de la réglementation, à des évolutions globales, mais il faut de la conviction. C'est-à-dire et c'est un peu le rôle qu'est le nôtre, parce que je me sens un peu parmi des collègues d'une certaine manière, même si c'est un peu le rôle qu'est le nôtre dans nos entreprises, d'être suffisamment intégré dans la gouvernance de l'entreprise, y compris sur le domaine sur l'activité business, pour amener cette évolution-là. C'est-à-dire que la transformation de la RSE, c'est finalement... si ça reste un supplément d'âme, et c'est dans beaucoup de cas, c'est plus le cas heureusement, mais si ça reste un supplément d'âme, ça restera un supplément d'âme. Les suppléments d'âme, vous savez comment on les traite. On n'en fait pas le cœur de nos préoccupations. Donc, moi, je crois qu'il faut des caps clairs dans les entreprises comme dans la société sur la révolution à opérer, et donc de la radicalité. Ce n'est pas ce que je dis dans le livre. Moi, je ne crois pas à la radicalité des postures, je crois à la radicalité des choix. Il faut des choix assez forts. Il faut de la stabilité. Alors, on discutait l'autre jour dans une initiative du Crédit Mutuel avec Jean-Dominique Sénard. L'évolution sur l'interdiction du moteur thermique qui pourrait bouger, etc., c'est ce qu'il y a de pire pour les industriels. Parce que le temps de l'entreprise, il est donc beaucoup plus lent que le temps du législatif ou des réglementaires. Donc il faut de la stabilité, mais il faut que les entreprises acceptent de rentrer dans ce cadre de transition, et qu'ensuite, tout ça soit l'objet de dialogue, et pas simplement d'un dialogue entre gens avertis d'un niveau national. D'un niveau... Quand je dis national, c'est-à-dire quand on est un groupe ou quand on est une grande entreprise, d'un niveau du board, voire quelques représentants salariés qui sont dans un conseil d'administration. Il faut que ce soit une vraie gouvernance d'entreprise, qui soit d'abord partagée entre les représentants du travail et les représentants du capital, mais que ça s'opère aussi dans une capacité à faire qu'à tous les niveaux de l'entreprise, et c'est ça le plus dur. Moi, on s'y confronte aujourd'hui. C'est ça le plus dur, c'est qu'à tous les niveaux de l'entreprise, des solutions soient trouvées pour adapter les process de production. Et ça s'opère par le dialogue social, et qui, pour l'instant, sur la question environnementale, est quand même encore très faible. Trop faible.
Et alors, si je vous entends bien, il y a quand même des choses qui sont très structurantes. C'est d'abord la dimension un peu de conviction et donc de leadership des personnes qui occupent ces fonctions, la vôtre, la nôtre dans nos entreprises, hein, puisqu'il y a toute cette dimension d'énergie derrière pour conduire à une transformation. La place dans un COMEX aussi, parce que le rattachement de nos fonctions a été pas toujours à la hauteur pour être en capacité de conduire ce changement. Et puis ce que vous dites sur l'animation de la transformation dans toutes les strates de l'entreprise et notamment dans les territoires dans lesquels l'entreprise est présente. Et c'est comme ça, me semble-t-il, qu'on renoue avec cette idée très pragmatique que vous défendez, que les choses ne se passent pas qu'en haut, mais doivent aussi se passer à tous les échelons et dans toutes les catégories de salariés. Et c'est un peu ça aussi qu'on cherche à trouver. Je voudrais vous lire alors, c'est quelque chose que moi j'ai adoré dans votre livre, là. Le compromis, c'est conjuguer des valeurs et du réalisme. C'est absolument ça. Bon. Et vous dites plus loin, en fait, c'est l'absence de dialogue et non la confrontation des points de vue et des positions qui crée le conflit. Donc, tout concourt à faire en sorte de recréer ce dialogue dans l'entreprise et pas simplement peut-être le dialogue social, mais toutes les formes de dialogue. Oui, d'abord, sur ce que vous dites sur la place... la façon dont est situé un directeur, une directrice, ESG, RSE, etc., on dit beaucoup. Dans les années 90-2000, souvent on disait quand le DRH n'est pas dans le COMEX, ça veut dire que les salariés ne sont pas un élément complètement structurant de l'entreprise. On peut dire la même chose aujourd'hui sur nos activités, sur les enjeux RSE, ESG dans une entreprise. Je ne dis pas que ce n'est pas important et qu'on ne peut pas faire du bon travail si ce choix-là n'a pas été fait. Je voudrais vexer personne, évidemment. Mais je pense qu'en tout cas, si ce n'est pas au bon échelon, on a du mal à avancer. Et ensuite, moi, je crois que on est dans une période où parfois, on est un peu réticent à la confrontation des intérêts divergents. On est un peu réticent à accepter que dans la société comme dans l'entreprise, mais parlons de l'entreprise, il y a des intérêts contradictoires qui la traversent. Et ces intérêts contradictoires, ce qui doit la faire avancer, si on veut, c'est l'organisation de leur dialogue. Moi, je ne trouve pas totalement... c'est évident qu'un salarié, il n'a pas en tout point des avis, un intérêt complètement concordant avec son employeur. Ce n'est pas scandaleux, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des communs à construire, qu'il n'y a pas des communs sur la situation d'entreprise, mais il n'a pas... Voilà. Et vient se percuter dedans les enjeux de transformation. Et que là, c'est pareil, il y a un intérêt commun à ce que l'entreprise le fasse, mais il y a besoin de le confronter en disant quels sont les points de vue de là où on se trouve. Et donc, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que, évidemment, il faut un point de départ partagé sur le fait que voilà où on en est. Il faut l'intégration de la complexité. On est quand même dans un moment où le simplisme est en train de s'inviter à tous les étages. Il y a qu'à Faucon. Alors qu'en fait, il y a de la complexité. Il y a beaucoup de complexité dans tout ça. Et ce n'est pas la mettre sous le tapis qui va nous faire la régler. C'est difficile, c'est complexe, ça prend du temps. C'est plus difficile qu'un simple slogan à opérer, une transformation d'un modèle productif pour le faire être en phase avec les enjeux de lutte contre le réchauffement climatique, de respect de la biodiversité, de respect de l'ensemble des droits humains sur la chaîne de valeur, etc., etc. Il y a des outils pour le faire. Et donc, ça veut dire que la complexité, en général, quand on est plusieurs, y compris en représentant des points de vue différents, on est bien meilleur que si on est tout seul à décider. Franchement, toute comparaison avec la situation existante dans le pays serait complètement fortuite et pas d'actualité. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment que dans les enjeux de l'entreprise autour de la transformation, il y a un enjeu de mettre les gens d'accord sur la direction à suivre, et que là, ça nécessite du dialogue, et il y a un enjeu de mise en œuvre, et qui est fondamental. Mais c'est vrai aussi d'ailleurs dans la société, très objectivement. La transition ne se fera pas contre les salariés, c'est clair, pas contre les cadres et les managers, et voire les directeurs de site dans un certain moment. Il se fera avec, mais à condition qu'il y ait une part de prise de...
je ne sais pas comment dire, le fait qu'ils puissent prendre part, en tout cas, à des choix. Si les choix sont tous donnés d'en haut, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que ça a demandé beaucoup d'efforts. Il faut de la lucidité et du réalisme. C'est faux de croire que les transformations qu'on a devant nous vont pouvoir s'opérer facilement. Et donc, ça nécessite quoi? À moi, de mon point de vue, 3 choses en termes de dialogue d'entreprise. Un dialogue de gouvernance. Il faut, on a beaucoup progressé là-dessus, mais il faut que les représentants du travail soient aussi présents dans les instances de gouvernance, là où se définit la stratégie. Ça me paraît fondamental, parce qu'autrement on passe à côté. Il faut un dialogue social, parce qu'il y a des intérêts contradictoires qui traversent l'entreprise et il faut qu'ils s'opèrent, y compris sur les choix qui sont faits en termes de répartition de la valeur, d'évolution du travail, etc. Puis il faut un dialogue professionnel. Il faut que les salariés eux-mêmes aient de la prise sur la façon dont leur travail va évoluer, y compris dans cette transition. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous voulez faire bouger les politiques d'octroi de crédit dans une banque en fonction de critères un peu plus ESG, si vous le faites en n'écoutant pas ce que disent les acteurs du réseau, les collaborateurs du réseau, sur le fait que ce qu'ils veulent faire, c'est du commercial, qui sont d'accord sur les orientations, mais qu'ils n'ont pas envie d'avoir de la paperasse en plus à remplir, des questionnaires, des grilles, etc., vous êtes obligé de le faire avec eux et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et ce qu'ils ont à dire, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de le faire la plupart du temps. C'est qu'ils veulent continuer à faire leur cœur de métier, qui est de faire du commercial, et en même temps d'avoir des conditions pour le faire qui soient, en termes de sens, extrêmement importants. On sait que la quête de sens est quand même de plus en plus importante et qu'on a plutôt envie de travailler, en règle générale, dans les entreprises qui portent quand même cette orientation vers la transition. Mais on ne veut pas non plus on est d'accord pour que nos métiers évoluent, mais on veut être accompagné dans cette évolution et surtout que ça ne nous fasse pas faire des choses que je suis désolé, que des dirigeants auraient décidé, mais qui s'appliqueraient à nous par obligation et qui seraient finalement une forme de négation de notre libre arbitre, de notre métier, etc. Et donc ça nécessite d'adapter, de trouver des outils, d'accompagner, de former, d'écouter. Voilà. Et l'enjeu ESG, c'est un gros enjeu RH en fait. C'est un gros enjeu RH. Alors évidemment, c'est pas, ça se fonde pas dans la politique RH. Il faut bien sûr les deux fonctions, mais c'est un gros enjeu RH en termes de permettre aux travailleurs, quels qu'ils soient, et c'est vrai dans une banque, mais c'est vrai dans tout un tas d'entreprises, j'imagine, chez vous, d'être associés à ces transformations. Oui, si je redis ça avec des mots différents, c'est d'écouter les collaborateurs, de comprendre quels sont les freins, parce que comme vous le dites très bien, c'est d'ailleurs très souvent des freins qui sont très pragmatiques, comme vous venez de le décrire. C'est pas du tout idéologique ou un refus d'évoluer ou une critique sur un changement de politique. C'est que concrètement, comment ça se passe. Et donc, ce qu'on essaye aussi de faire collectivement, c'est de faire en sorte que l'action elle-même, c'est-à-dire le début d'action de transformation, soit en tant que telle des forces pour avancer, parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à ces expérimentations que l'on peut comprendre tout ce que vous venez de dire et qu'on peut cranter les choses pour que ça prenne une dimension plus importante. Mais il y a tout de même, et le mot d'ailleurs de courage revient assez souvent dans votre entretien avec Jean Viard, là, parce que pour accepter d'écouter ces situations conflictuelles, parce que je suis assez d'accord avec vous, il faut pas les mettre sous le tapis. Il faut au contraire faire en sorte qu'elles s'expriment, qu'elles soient sur la table, comme on dit, entre nous, et d'en tirer les conséquences. Il faut avoir une sacrée dose de courage quand même. Et on est nombreux dans cette salle à penser que ça va un peu de pair avec notre fonction. Il y a beaucoup de choses qui ont demandé quand même un peu de courage. Est-ce que quand vous êtes arrivé, quand vous avez changé entre guillemets de carrière, c'est-à-dire quand vous êtes rentré au Crédit Mutuel, vous pouvez nous faire part de votre rapport d'étonnement sur un univers que probablement vous connaissiez pas bien, enfin en tout cas pas de l'intérieur. Oui, moi j'avais envie d'aller mettre les mains dans le cambouis sur ces enjeux-là. Non pas que je les avais pas sur d'autres enjeux, hein, j'étais pas en train de me dorer la pilule, comme on dit. Mais non, bon, moi je suis tombé dans un groupe, je dois le dire, où la sincérité est réelle sur ces enjeux de transformation et puis dans un secteur économique qui n'est pas le plus en difficulté aujourd'hui. Donc oui, je pondère
au préalable, je pondère ce que je vais dire. Mais vous savez, je vais le prendre autrement. On ne change pas des habitudes comme ça. On ne change pas des métiers dans un claquement de doigts en n'ayant pas et des pratiques d'entreprise d'un seul coup. Donc il y a un travail qui finalement se découpe en quelques points. Le premier, c'est il faut des orientations claires. Il n'y a rien qui ne se fait et qui puisse être partagé s'il n'y a pas d'orientation claire. Donc il faut assumer ces orientations. Y compris si c'est un peu dérangeant dans le secteur dans lequel on évolue. Et il faut le faire, évidemment, en ayant toujours en tête que... moi, je suis persuadé demain, par exemple, que les enjeux ESG sont des enjeux de business pour le secteur financier. C'est une évidence. Il y a un petit côté repli en ce moment, ça ne vous aura pas échappé. Et pas qu'ici, y compris au niveau européen, etc. Mais de toute façon, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Donc, il y a une question d'orientation extrêmement claire sur ce qu'il faut, là où on veut aller. Après, il y a un sujet d'une gouvernance qui assume ça. Et que ce n'est pas un coup dans le zig, un coup dans le zag. D'où l'intérêt que les directeurs ou directrices ESG soient totalement intégrés dans le board, dans les directions d'entreprise, etc. Il y a un enjeu de diffusion, de partage de cette stratégie. Et là, il y a un rôle évidemment des dirigeants des entreprises, mais aussi des managers, etc. Et puis, il y a le fait d'embarquer les collaborateurs. Et là, c'est très long. Ça peut être assez long. Il y a un rôle des managers, mais il y a aussi le fait que toutes les autres étapes soient faites. Il y a une question d'outils, j'en ai parlé, de formation, etc. Et puis, il y a un dernier élément qui est quand même extrêmement crucial, si on veut que ça dure, c'est de faire la preuve qu'il y a des résultats. De mesurer, quoi. De mesurer ça. Si on ne le mesure pas, ça reste du vent, ça reste du blabla, etc. Donc, ces différentes étapes, et il y en a sûrement d'autres, il faut qu'elles soient toutes, qu'on puisse les cocher. Ce n'est pas l'une ou l'autre. On n'aura pas une volonté des dirigeants d'entreprise et une incapacité à embarquer les collaborateurs, quels qu'ils soient. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ça ne sera pas à la... Enfin, on peut le dire, mais ça ne sera pas à la carotte ou au bâton qu'on fera cette transition. Si on veut la faire, et que c'est pareil dans nos sociétés, il faut embarquer et appeler à contribution. Et donc responsabiliser, reconnaître l'émancipation de chacun et l'appeler à contribuer à cette transition. Et ça, c'est beaucoup plus dur qu'une vision un peu autoritaire, verticale, mais c'est beaucoup plus durable. Donc, moi, mon rapport d'étonnement, c'est que je suis tombé dans un groupe, je l'ai dit, qui avait une vraie volonté de faire, qu'il y a quand même un peu d'étonnement au moment où il faut dire ça va bouger 2-3 trucs et on veut le bouger en profondeur et de façon native dans la façon dont on exerce nos métiers. Que c'est un boulot, c'est un champ extrêmement vaste, vous connaissez ça dans vos entreprises, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup à faire, qu'il ne faut pas se perdre sur les détails, qu'il ne faut pas se perdre non plus dans des logiques de reporting, et je suis persuadé que la CSRD est un bienfait, est un mal nécessaire d'une certaine manière, parce que c'est sûr, c'est extrêmement emmerdant, on ne va pas se raconter d'histoire, mais en même temps, il y a deux manières de le prendre. Il y a la manière de le prendre en disant on va faire ce reporting, et alors là c'est encore plus emmerdant, mais on ne va pas s'en servir comme là où ça doit nous guider, et le risque c'est que si c'est trop prégnant, et pour un établissement bancaire, un groupe comme le nôtre, vous imaginez bien, la CSRD, c'est quand même tentaculaire, quoi. Mais si c'est pris seulement comme on va cocher la case de l'avoir fait, et ça ne nous permet pas de lever la tête du guidon pour se dire quelle stratégie on doit aborder, ça sera, je ne vais pas dire administratif, mais enfin un peu, quoi. Ce qu'il faut, c'est se servir de ces contraintes, parce qu'il nous faut des contraintes, on ne va pas se raconter d'histoire. Et c'est vrai d'ailleurs entre nous sur la transition environnementale, dans les entreprises, dans le monde économique, comme dans la société. Et ces contraintes, elles ne sont pas horribles, elles ne sont pas monstrueuses, mais elles sont nécessaires. Moi, je n'ai jamais cru qu'il faut laisser le marché opérer et il va se réguler en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a besoin de contraintes, il y a besoin de règles. Et donc, très bien. Mais à une seule condition, c'est que ces contraintes ne soient pas vues seulement comme des contraintes, mais des opportunités. Et là,
voilà, ça veut dire qu'il faut suffisamment être doté dans les directions concernées pour qu'on ne fasse pas que faire du reporting et on fasse aussi de la stratégie, qu'on fasse de l'accompagnement des métiers pour changer. Il faut, moi je crois que les dirigeants soient associés et comment dire, tenus avec une bride assez courte sur ces enjeux-là. Enfin, je le dis comme ça. Alors, si mon chef était là, il dirait c'est gentil, je ne suis pas un cheval, mais vous voyez ce que je veux dire. J'en sors d'une réunion avec lui. Donc, mais ouais, je pense qu'il faut. Moi, j'ai la chance, et donc mon rapport d'étonnement, c'est que j'ai la chance d'avoir des dirigeants qui sont complètement convaincus du truc. Maintenant, ils disent bon, bah, faut faire. Et donc, on est plutôt sur la logique d'embarquer tout le monde. On est plutôt sur ce sujet-là aujourd'hui, d'embarquer tout le monde et de faire la preuve. Et pour faire la preuve, vous savez très bien qu'il faut mesurer en plus. Et mesurer, c'est pas facile. Alors, c'est pas facile sur le carbone, mais enfin ça, à la rigueur, on arrive. Mais c'est pas facile sur la biodive. C'est pas facile sur les enjeux sociaux. C'est pas toujours, on n'est pas toujours, voilà. C'est pas facile sur la charte de valeur, même si on a des dispositifs type, enfin des obligations là aussi bienvenues, comme le devoir de vigilance, etc. Mais on a quand même une transformation à opérer. Un peu culturelle dans les entreprises. C'est-à-dire que de la même manière que dans la société, on ne peut pas juste être sur une logique budgétaire et derrière, il y a des femmes et des hommes. Là, c'est pareil. On ne peut pas être sur une logique seulement économique. Il faut un peu déplacer ou changer de lunettes ou déplacer le zoom. Et là, voilà, c'est pas simple, c'est un changement culturel. Dans un groupe comme le nôtre, ça se fait facilement, mais il a fallu beaucoup. Je crois qu'il faut beaucoup discuter. Je sais pas comment vous opérez, mais moi, je passe beaucoup de temps à aller rencontrer des équipes, discuter, écouter et faire avec. Si ça paraît, et surtout dans le contexte actuel, si je peux me permettre, si ça paraît comme quelques-uns qui réfléchissent là-haut, comme malheureusement trop de citoyens considèrent qu'il y a quelque chose qui se passe là-haut à quelques-uns et qui balancent les règles de ce qu'il faudrait qu'ils fassent, sans avoir pris le temps d'aller discuter, il y a à peu près le même succès que ça peut donner dans d'autres circonstances et à l'échelle plus macro, quoi. Alors, vous parliez de la CSRD, on en parlait tout à l'heure. Nous, ce qui nous habite en effet, c'est de sortir de l'exercice de compliance, même si on est un peu obligé de faire le job, mais de bien garder à l'esprit la finalité de tout ça. Et la finalité de tout ça, c'est tout de même de dessiner une performance de l'entreprise qui repose pas simplement sur du financier, mais sur de l'extra-financier. Ce qui veut dire derrière des données ESG qui soit aussi robuste que la donnée financière. Et on se disait aussi qu'on est... voilà, c'est une complexité supplémentaire parce que le monde de la finance et le monde de l'ESG ne parlent pas encore un langage totalement commun, en tout cas dans les entreprises qui ne sont pas des banques, si je puis dire. Bon. Et ce qui m'amène à vous poser cette question de savoir comment on pourrait finalement davantage profiter de vos expériences dans les banques, et notamment dans celle du Crédit Mutuel, pour avancer plus rapidement sur ce rapprochement-là. Et c'est une autre façon de vous poser la question de voilà, la finance durable. Est-ce que vous trouvez que ça avance suffisamment ? Non, mais de toute façon, on ne va pas se raconter l'histoire. Sur tous ces enjeux-là, il n'y a rien qui avance suffisamment vite. Moi, ce côté... vous savez, l'Institut Mutualiste pour l'Environnement et la Solidarité, avec nos collègues, dont Agnès qui est ici, on a tout de suite dit, nous, on ne veut pas aller communiquer à l'extérieur. C'est le mauvais exemple aujourd'hui, mais en plus, je ne suis pas venu pour spécialement que ça, mais on ne veut pas aller communiquer à l'extérieur parce qu'on veut faire les preuves à l'interne. Hein, donc il n'y a rien qui avance suffisamment vite. Vous savez, on sait tous que le mur écologique, il est devant nous et on y va... peut-être moins en appuyant moins fort sur l'accélérateur, mais toujours en appuyant un peu sur l'accélérateur. Donc, il va arriver vite. Hein. Moi, je me garderais bien de dire il y aurait un modèle, là, on l'aurait trouvé, il se situerait au Crédit Mutuel. Alors, surtout pas, surtout pas ça. Est-ce que la finance durable... Non, ça avance pas suffisamment, mais parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière tout ça, il y a aussi des gens qui s'appellent des citoyens, des clients, voilà. Il ne faut jamais oublier ça. Et aujourd'hui, par exemple, sur la finance durable et responsable,
il y a aussi une exigence qui est de ceux qui, si on est dans le monde de l'investissement, qui investissent, etc., ceux qui épargnent de la façon dont l'épargne est rentable, etc. Et donc, il y a un vrai changement à opérer dans le regard de tout ça. On s'est souvent gargarisé sur la finance durable, ses parts de marché augmentent, ce qui était l'AICA à un moment, mais quand vous partez de zéro, si vous avez 0, avoir 3, c'est un truc accessible, quoi. Mais le problème, c'est quand vous voulez arriver à 10 ou 12, il y a un petit coup de collier à mettre qui est plus important, et là, on n'y est pas, quoi. Mais ça reste, évidemment, un enjeu extrêmement important dans un système qui est quand même pas aussi qu'un système mondialisé. Il faut regarder les choses en face. Donc, voilà, on le voit bien dans le monde de la finance responsable. On a fait beaucoup de colloques, on a fait beaucoup de réunions depuis longtemps, etc. Mais le passage à l'échelle, il est un peu, il est plus dur, quoi. Il est difficile. Et il est difficile parce que ça ne concerne pas que le monde financier. Il ne suffit pas de faire des gammes totalement, et il faut les faire, totalement propres, totalement clean, vertes, etc. Si à côté... Si à côté, il y a des gammes totalement dégueulasses et qu'elles sont 3 fois plus rentables, malheureusement, c'est plus difficile. Moi, je finirais toujours dans le même ordre d'idée en disant ce que je dis souvent, c'est moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans une banque qui serait totalement propre dans un monde totalement dégueulasse, totalement carboné. C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis un peu à mi-chemin entre Yaka, Faucon... et puis, ça peut être assez facile, comme dans des entreprises, de laisser à d'autres les choses qui ne sont pas propres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est collectivement, on se décarbone. C'est collectivement, on fasse davantage attention à la biodiversité et qu'on la respecte davantage. Et ça veut dire prendre sa part. Et donc, ce qui est important, c'est les trajectoires. C'est pas le côté, je balance le mistigris à un autre et qui va finir par financer des trucs qui ne sont pas très clean. Et moi, je vais pouvoir me dire, je suis clean. C'est quand vous êtes dans le monde financier, vous ne pouvez pas opérer comme ça. Alors, ça veut pas dire, comme on l'a au Crédit Mutuel, qu'il ne faut pas des politiques sectorielles, qu'il y a de l'éviction, mais qu'il y a des trajectoires qui sont suivies. Mais encore une fois, l'éviction, c'est bien, mais l'accompagnement de la transformation du modèle, c'est mieux. Et ça, c'est difficile, ça fait objet de controverse. Il faut accepter la controverse, il faut accepter le dialogue social, il faut accepter, quand on est en responsabilité dans une entreprise, qu'il y ait de la controverse. Et les ONG sont très utiles. Elles sont parfois piquantes, mais elles sont très utiles. Comme un représentant syndical dans une entreprise, c'est très utile, parfois piquant. Parce que c'est comme ça qu'on progresse, en fait. Alors, je ne vais pas vous parler politique, parce que ça ne serait pas bien élevé. Mais je vais quand même vous poser une question qui taraude certains d'entre nous. C'est que quand on réfléchit à ce concept de responsabilité sociétale d'entreprise, on tombe assez vite sur le sujet du rôle politique de l'entreprise. Et donc, il y en a certains en ce moment qui se disent, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes depuis plus d'une semaine maintenant, est-ce que l'entreprise doit s'engager politiquement ou rester à l'écart ? Voilà, vraiment juste sur le fond du sujet, ce sujet de responsabilité, ça veut dire quoi ? Vous voyez, dans des situations politiques telles que celles qu'on est en train de vivre. Alors, vous avez remarqué que je ne me suis pas exprimé depuis une semaine, que je ne vais pas le faire ici. J'aurais essayé, j'ai trouvé une petite question. Je le ferai le moment venu, mais je le ferai le moment venu. L'entreprise, elle n'est pas isolée dans la société, elle n'est pas sur un espèce de promontoire où elle regarderait ça de haut, etc. Puis l'entreprise, elle est composée de femmes et d'hommes qui à peu près, si on prend toutes les entreprises dont on peut être aujourd'hui, qui à peu près sont la sociologie des Français. Donc je pense qu'il faut, je parle beaucoup de courage apparemment dans le livre, et je pense qu'il faut du courage. Et puis il faut regarder aussi ce qui est l'intérêt de l'entreprise. Voilà, l'intérêt de l'entreprise, ça peut sûrement pas être le chaos et le bordel et une société fermée sur elle-même, mais moi, je ne donnerai pas de leçons, je donnerai de leçons à personne. Mais oui, je pense que les entreprises, elles ont une responsabilité sociale, sociétale et environnementale. C'est à chacune d'entre elles de s'interroger sur la question sociétale au moins,
et sans doute sur les 2 autres dimensions. Il n'y a pas un petit truc qui est en train de se jouer en ce moment-là. Merci beaucoup. Alors, est-ce que, si vous le voulez bien, on va donner la parole à la salle. Si vous avez certaines questions, on peut faire... Merci, Lydie. Oui, alors Gérard Mardinet, un des vice-présidents de l'ORS, représentant des organisations syndicales, moi la CFE-CGC, mais il y a Elsa Brachet pour la CFDT et Pierre-Yves Chanu pour la CGT ici. Donc, pour confirmer qu'on avait des revendications communes avec la CFDT sur la gouvernance des entreprises en particulier et un pourcentage plus important d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration, et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. On peut rappeler le rapport Sénart-Nota notamment, hein, ça date quand même de 2018. Et moi, je voulais soulever un point, et puis Laurent pourra dire ce qu'il en pense. C'est beaucoup, de plus en plus, la crédibilité des plans de transformation ou des plans d'action climatique, parce qu'aujourd'hui, les organismes internationaux, le GIEC, l'IPBES ont bien fixé des objectifs, mais comment on y arrive ? Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'interrogations sur la crédibilité des plans, parce qu'il y a des études scientifiques qui commencent à sortir. Alors il y a le Shift Project qui on se dit, oui. On se dit la recherche française a peut-être été insuffisamment financée, la recherche publique française sur ces éléments de comment transitionner. Le Shift Project, lui, il s'en est occupé. D'ailleurs, je me souviens de table ronde où notre regretté camarade Philippe Portier, on avait participé ensemble. Hein, il y a un rapport récent, typiquement de l'Académie des sciences, qui est sorti sur l'utilisation de l'hydrogène. Et on voit bien, toi Hélène, tu parlais des limites planétaires, hein, et bien que l'hydrogène, il y a une approche scientifique à avoir pour savoir où il vaut mieux l'utiliser. Parce qu'il y a des trucs importants, quand l'hydrogène il peut servir à tout, mais il y a des domaines où son utilisation n'est pas importante, et l'Académie des sciences, c'est quand même des chercheurs qui disent, non, dans les transports, pas trop, ça veut dire que comme l'hydrogène est nécessaire pour fabriquer du carburant synthétique, par exemple, que les autres formes de carburant durable, c'est ceux fabriqués à partir de la biomasse, quelle va être la crédibilité d'acteurs du transport aérien, du transport automobile, de dire je vais utiliser de l'hydrogène, est-ce que c'est crédible, alors que la communauté scientifique dit non. Là où il vaudra mieux l'utiliser, c'est dans la décarbonation des aciéries, comme ça a commencé à Dunkerque, ou des cimenteries, ou de quelques autres usages. Donc je pense qu'il est important aussi de demander à ce que la recherche soit de plus en plus forte alors au niveau national, européen et probablement international, pour dire quelles allocations on peut faire et que ces approches scientifiques finalement soient vulgarisées pour permettre à l'ensemble de la population, enfin une plus grande partie, d'y comprendre quelque chose et de pouvoir juger, dans ce cas-là, effectivement, le plan de transformation qu'il y a au niveau de mon entreprise, il est crédible parce qu'il est cohérent avec cette approche scientifique globale de préservation des équilibres et d'utilisation des ressources terrestres. Oui, d'abord, je tiens à dire, moi ici, je ne suis pas représentant d'une organisation syndicale. Si je l'étais, je sais de laquelle je serais. Mais il y a Fabien Gabretière, en plus, qui est là, si vous voulez l'interpeller, qui est responsable aujourd'hui sur ces sujets-là au sein de la commission exécutive de la CFDT. On a besoin d'expertise. Enfin, en fait, on a besoin de convoquer la science. Alors, ce n'est pas le sujet le plus funky en ce moment, parce que comme on est à peu près 65 millions de scientifiques dans ce pays, c'est pas totalement simple. Mais on a besoin de convoquer la science. Nous, dans l'institut qu'on a créé au sein du Crédit Mutuel, il y a un pôle dirigé aujourd'hui par Selma Mahfouz, qui est un pôle d'expertise. Parce que sur la question d'énergie, énergétique, sur la question immobilière, sur la question agricole, sur la question, on a besoin alors on ne va pas le faire nous-mêmes, on ne va pas être les scientifiques de la Terre entière, mais de travailler, y compris de regarder l'état de la science sur un certain nombre de sujets pour revoir en termes d'investissement par exemple, où est-ce qu'il vaut mieux aller et accompagner les entreprises clientes. Mais les plans de transformation, vous savez, je vais faire un truc qui va peut-être pas vous plaire, mais c'est un peu comme les rapports RSE il y a 15 ans, quoi. C'est soit vous le faites avec une vraie sincérité pour regarder c'est quoi la transformation que vous voulez opérer,
et qui a besoin d'opérer, et que soit c'est sérieux, soit c'est le passage obligé. C'est comme ce fameux document unique de prévention qu'il y avait sur la question de la prévention des risques professionnels. Moi, j'ai vu trop d'entreprises le faire sans jamais se demander réellement comment ça se passait dans l'entreprise, mais parce qu'il fallait le remplir. C'est comme tout, en fait. C'est soit on le fait de façon sincère et on le construit et on le co-construit dans l'entreprise, soit on le fait parce que faut faire ce plan de transition et on le fait sans grande sincérité et surtout sans grand sérieux. Moi, c'est pas les outils, c'est jamais les outils, c'est jamais de la faute des outils, ou quand ça se passe mal. C'est la CSRD. Si les entreprises ne transitionnent pas alors qu'ils ont rempli la CSRD, ce ne sera pas de la faute de la CSRD. Ce sera de la faute d'un engagement qui n'a pas été sincère ou d'une CSRD qui a été prise comme un reporting obligatoire et on se le fade et on ne s'emmerde pas plus à regarder ce qu'il faut transformer chez nous. Donc, voilà, tout ça est une affaire de mouvement, en fait, de mise en mouvement des entreprises sur ces enjeux de transformation environnementale et aussi de transformation sociale. Et pour ça, il faut savoir où on veut aller et encore une fois embarquer tout le monde et le faire dans le dialogue en reconnaissant que ça peut secouer et que si ça secoue, il ne faut pas que ça se fasse au détriment, par exemple, des seuls salariés. Je le dis parce que, y compris sans traiter de l'actualité, y compris parfois le sentiment qui peut être fait, c'est qu'on aurait une vision un peu facile de cette transition. Moi, je préfère qu'on dise aux travailleurs et aux salariés les conséquences de ce qui va se passer. Et qu'on se dise, voilà, quel est l'accompagnement qui va être fait. Dans le cadre du pacte du pouvoir de vivre dont vous parliez, on avait fait une étude, Fabien t'en rappelle, sur l'automobile avec une ONG environnementale, FNH. Il n'y avait aucun scénario où il y avait plus de salariés de l'automobile demain. Et moi, quand il est sorti, j'ai dit c'est bien. Et c'était la Fédération de la métallurgie qui l'avait fait, qui l'avait piloté. C'était assez courageux. Et après, ils se sont dit on va aller en discuter avec les travailleurs concernés sur les sites. Là, vous commencez à faire œuvre utile, si je puis dire. C'est que vous commencez à dire voilà, c'est ça le scénario. Moi, je me rappelle d'entreprises, dont une papeterie qui m'avait beaucoup marqué, dans la Haute-Vienne, dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'emplois industriels. À un moment donné, racheté par des Canadiens, beaucoup plus attentifs, en tout cas cette entreprise, ce groupe-là, à la question environnementale, était extrêmement polluante. Faire du papier, c'est extrêmement polluant. Avait décidé de modifier son process industriel. Il y avait un équilibre à trouver cette année-là entre la nécessité énorme d'investissement et la répartition de la valeur, notamment à travers de l'intéressement. Ils ont débattu, ils ont discuté, ils ont négocié. Ils ont trouvé un point d'accord. Il y avait un double effet. L'investissement se faisait, les salariés étaient embarqués et étaient intéressés au devenir d'entreprise, avaient été écoutés. Il y avait une autre manière de le faire. C'est de dire, écoutez, on va faire l'investissement, on ne va pas débattre, il y aura une conséquence sur l'intéressement, etc., à la participation, parce qu'évidemment, il y avait moins à distribuer. Voilà. Et je ne dis pas que c'est le modèle à suivre partout. Je dis que c'est aux salariés, avec leur employeur, dans les bons échelons, de trouver les compromis. Et que ça, ça se fait dans toute... j'ai presque envie de dire, ça se fait dans toutes les dimensions, y compris les dimensions de reporting. Je pense qu'il faut débattre avec les représentants des travailleurs sur la façon dont se construire la CSRD, ce qu'il va y avoir dedans. Si on n'associe pas les représentants du travail à tous les choix qui vont concerner l'entreprise, au bout d'un moment, il y aura un phénomène de blocage. Et si les gilets jaunes n'ont pas été dans l'entreprise, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas le phénomène suivant. Et ça veut dire qu'il faut embarquer. Et embarquer, ça ne veut pas dire manipuler. Ça veut dire partager, dire les vrais sujets, confronter, écouter les contradictions et passer des compromis. Merci, bonjour Sylvain Boucheron, merci pour l'intervention. Je suis un petit peu triste d'entendre en 2024 que la biodiversité c'est compliqué. C'est pas vrai, il y a plein d'outils, plein de démarches. Donc saisissez-vous de la biodiversité, il y a plein de belles choses à faire. On s'en saisit, mais avouez que sur la mesure, c'est compliqué. Il y a plein d'outils aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on sait faire. Mais on peut en reparler, c'était pas ça ma question, c'est une petite parenthèse parce que quand même le sujet avance et beaucoup d'entreprises s'engagent, donc c'est bien. Deux petites questions, la première sur la loi Pacte. Quel regard on peut porter maintenant sur la loi Pacte et l'évolution de la gouvernance et comment l'Institut va s'engager sur ces sujets-là?
Et la deuxième, en lien avec cette question du compromis, ça a été un tout petit peu évoqué, la transition écologique, elle va faire évoluer beaucoup de métiers, beaucoup de filières, mais elle va aussi en faire disparaître. Et là, on voit sur le terrain que le dialogue, il est quand même beaucoup plus compliqué, avec les représentants des syndicats, quand on doit dire, finalement, demain, l'activité doit disparaître ou très profondément muter. Comment on gère cette question du compromis et est-ce que les investisseurs ont un rôle à jouer et comment ? La loi Pacte. La loi Pacte, c'est avant la loi Pacte, il y a eu quelque chose qui s'est appelé un accord en 2013, en janvier 2013, qui instaurait pour la première fois de façon obligatoire des entreprises de 5000, on était la présence des représentants des travailleurs, des salariés dans les instances de gouvernance. Je peux vous dire à l'époque, pour avoir signé cet accord quelques mois après être arrivé, comme secrétaire général et prendre quelques coups, que j'avais entendu pique-pendre de la part d'un certain nombre de chefs d'entreprise, de grandes entreprises en l'occurrence, que c'était faire entrer le loup dans la bergerie, voilà. Après, d'ailleurs, Frédéric Lelouch, qui est là, qui a contribué à former beaucoup de ses administrateurs, quelques temps après, des gens extrêmement honnêtes disaient, mais en fait, on avait tort, et ça apporte vachement, y compris parfois, je vous assure que c'est vrai, certains chefs d'entreprise de CAC 40 ou autres m'ont dit, ça fait du bien d'avoir des gens dans un conseil d'administration qui savent à peu près ce qu'on produit dans l'entreprise. Des vrais gens. Je dis pas des vrais gens, tout le monde était vrais gens, mais des gens qui savent ce qu'on produit en entreprise, parce que l'endogamie dans un certain nombre de conseils d'administration, notamment à ce niveau-là, est quand même extrêmement fort. Ça, c'était la première étape. Franchement, à cette époque-là, y compris entre nous, parfois, on disait mais c'est pas suffisant, il n'y en a pas assez. Moi, j'avais dit, j'appelle ça, on met le pied dans la porte et après on ouvre la porte. Il y a eu de nouveau au moment des lois Rebsamen, suite à l'échec sur l'évolution du dialogue social, un pas supplémentaire. Et puis là, la loi Pacte. Moi, je continue d'avoir cette conviction. En plus, je n'ai pas de problème avec ça, puisque je suis dans une entreprise mutualiste aujourd'hui, où la gouvernance est encore d'un autre ordre, avec un parlement mutualiste qui est composé à 80% à peu près, je crois, de sociétaires et de 20% de représentants des travailleurs. Donc du groupe. Mais je suis persuadé qu'une entreprise qui se veut en bonne santé pour affronter les enjeux qui sont devant elle devra avoir une reconnaissance encore plus forte d'une des parties constituantes de l'entreprise, qui est le travail. Voilà. Y compris pour faire face à ce que vous disiez dans votre deuxième question. C'est totalement normal qu'une entreprise qui dit écoutez, voilà, je change mon modèle, je suis désolé, il faut faire la transition, je ferme le site, elle ait quelques ennuis ou quelques moments compliqués avec des représentants des salariés, avec les salariés. Je sais que des fois c'est inéluctable. Je ne suis pas dans le truc où tout doit fonctionner comme avant, les 30 glorieuses étaient merveilleuses, etc. C'est pas du tout ce que je pense. Mais la question de l'anticipation, c'est fondamental. Et la question de l'accompagnement des salariés, c'est fondamental. Et quand, dans un certain nombre d'entreprises, des alertes se sont pas suffisamment entendues, les représentants des salariés, aujourd'hui, ils sont souvent assez au courant de la situation du marché dans leur segment, etc. Et si on n'anticipe pas suffisamment, et on considère que la question sociale est la dernière question à traiter quand on parle de l'évolution du modèle productif dans le cadre de la transition environnementale, alors c'est totalement mérité d'avoir des ennuis. Parce que c'est de façon conjointe, dès le départ, qu'il faut aborder l'ensemble des questions. La transformation des modèles, elle doit être intégrée, intégrer la question sociale dès le départ, y compris en termes d'investissement. Moi, j'étais président de la Confédération européenne des syndicats, je me suis beaucoup battu au moment du Green Deal pour qu'il y ait un social deal. C'est-à-dire qu'on accompagne de la même manière, on accompagne socialement. Et donc, comment il faut faire ? Il y a des fois, ce n'est pas une histoire qui se finit bien. Je ne suis pas en train de vous dire, mais après, il y a des sujets qui sont autres et qui ne sont pas forcément du ressort de cette soirée sur quelle place, quel développement industriel, quelle reprise industrielle, quel développement d'activité, quelle anticipation des bassins d'emploi. Mais en tout cas, l'accompagnement des salariés concernés par une évolution est fondamental. Et pas que les salariés du site, du grand donneur d'ordre. Les salariés sur l'ensemble de la chaîne de sous-traitance qui sont impactés par ça. D'ailleurs, les salariés et les chefs d'entreprise qui sont aussi impactés par ça. Ça, si on ne fait pas cet effort-là, ça ne passera pas. Et vous verrez des résistances, parfois malvenues sur la question environnementale, mais totalement compréhensibles sur la question sociale. Et quand on l'anticipe, ça ne veut pas dire qu'on évite les ennuis. Mais déjà, on respecte. On respecte.
C'est fondamental. Et ensuite, on essaye de trouver des idées. Moi, dans le livre dont vous parliez avec Philippe Frémaux, le regretté Philippe Frémaux et Pascal Canfin, on avait vendu l'idée de contrat de transition écologique. Ça a été ici ou là expérimenté, notamment à Fessenheim, etc. Mais enfin, on l'a fait insuffisamment, ça a été un peu dévoyé. Mais à un moment donné, quand dans un bassin d'emploi, on sait qu'il y a une évolution, bah, il faut suffisamment en amont mettre les acteurs autour de la table et se demander comment on va gérer ces évolutions. Et ça nécessite, je sais que c'est compliqué dans le monde économique, mais d'être transparent à des moments donnés sur la situation stratégique de l'entreprise. Si on ne l'est pas, voilà. Et on reboucle avec la première question, qui est, on l'est d'autant plus si dans nos instances de gouvernance, il y a des représentants des salariés qui sont présents. Sylvie, toujours le micro bien près de la bouche. Merci beaucoup pour cet échange et bravo Hélène pour ton art de la conversation. Monsieur Berger, au nom prédestiné, est-ce que vous pourriez nous dire si, au sein de l'Institut mutualiste, vous allez justement faire bouger les clients du Crédit Mutuel, les principaux clients, à savoir les agriculteurs, et si vous allez éviter ces zigs et ces zags, et si vous pourriez impulser plus de lisibilité et éviter ces atermoiements. Voilà, ce serait bien que vous puissiez mettre votre pierre à cet édifice. Au sujet de la biodiversité, les modes agricoles représentent 70% d'impact sur la biodiversité. On sait que le bio diminue parce que de nouvelles marques qui n'étaient pas bio sont venues justement faire diminuer la part du bio. C'est un sujet très complexe et c'est très compliqué de trouver justement des compromis et de trouver des voies de négociation. Moi qui suis au sein du CNB, Comité national biodiversité, l'accord et le consensus, c'est parfois compliqué avec les camarades syndicalistes de la FNSEA, pour ne pas les citer. Ouais, vous l'avez dit, hein, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué pour deux raisons. Enfin, pour une raison principale, disons. C'est soit vous traitez ce sujet-là, il vient soit pour dire que l'agriculture, à juste titre, elle a un impact énorme, y compris sur l'impact carbone, mais sur l'impact biodiversité. Et en gros, en ayant l'angle environnemental, justifié, totalement justifié. Et puis elle revient de l'autre côté en disant oui, mais on n'arrive pas à vivre. C'est pas une généralité pour tout le monde, mais c'est une réalité quand même de notre activité. Donc elle revient sur l'enjeu social. Et puis on est réglementé. Objectivement, il faut reconnaître qu'il n'y a pas énormément de professions avec autant de réglementation, de coups dans le zig et dans le zag, des politiques publiques. Donc, si vous voulez, c'est l'illustration dans ce secteur-là que la question environnementale se percute avec la question sociale et économique de plein fouet. Et donc, moi, je suis pas j'ai jamais cru à l'homme providentiel et à la femme providentielle. Donc, on n'aura pas la solution. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de se mettre autour de la table en disant c'est quoi les grands sujets. Le sujet biodiversité. Vous savez, sur la biodiversité, j'entends beaucoup d'agriculteurs qui disent mais tu sais quand même que les plus impactés, les premiers impactés par ça, c'est nous. Hein. C'est pas toi, le bobo parisien, c'est nous qui vivons dans cet espace-là. Et lorsqu'on arrive à faire d'ailleurs un certain nombre d'activités, de progrès là-dessus, qui retrouvons un peu plus de musique au lever du soleil, un peu plus d'espèces de fleurs, etc., d'abeilles. Donc, et de vers de terre, etc. Donc, je veux dire, ils ne sont pas désintéressés. Ce n'est pas des affreux productivistes qui voudraient juste faire du fric en se moquant de ce qui est en train de se passer. Le seul problème, c'est quel modèle alternatif on leur offre. Et le modèle alternatif, c'est quoi? C'est l'accompagnement pour faire autrement, potentiellement. L'accompagnement, c'est aussi le financement. Donc, c'est le débat et le respect à leur égard et la façon de leur dire, bah, voilà, qu'est-ce que vous voulez bouger? Qu'est-ce qu'il faudrait bouger? C'est le financement pour le faire. Donc une part, et je le pense vraiment, d'orienter les financements publics, mais aussi les financements venant des établissements bancaires vers ces transformations de modèles, sans être dans une logique de culpabilité à faire. Et puis, il y a quand même la logique de déboucher.
Aujourd'hui, vous avez raison. Hein. Il y a des agriculteurs bio qui renoncent au bio parce que c'est pas rentable. Et là, ça interroge la grande distribution qui nous vend à coup de... Notamment un d'entre eux, d'origine bretonne, qui nous vend un grand coup de publicité, qui va faire moins cher, qu'il est défenseur des consommateurs, il est juste l'étrangleur d'un certain nombre de producteurs. Ça nécessite d'avoir une logique de convaincre les clients. Donc vous avez une logique dans la société aussi, c'est quand on achète un peu moins de bio, il y a peut-être une raison à ça, ici ou là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, il n'y a rien qui est facile. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de réunir les agriculteurs avec les experts, les conseillers agri, et puis de dire, on va poser les affaires et on va regarder ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin dans une direction qu'on assume, c'est il faut décarboner l'agriculture, il faut en faire un acteur aujourd'hui davantage du respect de la biodiversité, et il faut qu'on puisse vivre de ce travail-là et continuer. C'est une équation qui n'est pas impossible à résoudre, qui ne se fait pas tout seul à l'échelle du Crédit Mutuel. Hein. Ça nécessite des politiques publiques qui vont bien. Mais en tout cas, ça fait sortir d'une espèce de folie qui est la nôtre, en disant c'est salauds d'agriculteurs d'un côté, et de l'autre côté, c'est salauds de bobos qui viennent nous emmerder alors qu'on voudrait vivre de notre boulot. Il faut qu'on sorte de cette équation-là. Et on ne le fera pas sans discuter. Alors là, pour le coup, la ligne de crête et le compromis, c'est clair. On ne le fera pas sans ça. Sauf à avoir des éruptions populistes, comme on peut avoir ici ou là, et qui ont toujours, que je regrette personnellement d'un point de vue démocratique, mais qui ont toujours un sous-jacent. Et ce sous-jacent, c'est quand on veut faire les transformations sans les principaux concernés. Ça ne marche pas. Moi, franchement, des fois, j'en rêverais, parce que ça irait plus vite, mais ça ne marche pas. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de construire ça patiemment, ce qui n'est pas simple, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais patiemment quand même au sens de méthode, en écoutant. Et quand vous avez commencé à écouter quelqu'un dans sa situation, vous le faites plus changer que lorsque vous avez un jugement hâtif sur ce qu'il est en train de vivre. Oui, bonjour. Ute Mehenberg, de la CFDT Cadre. En fait, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur la CSRD. J'ai représenté donc les syndicats dans un premier temps dans le groupe de l'ANC. Et ensuite, maintenant, je représente la société civile dans toujours le groupe de l'ANC qui a été réduit un petit peu. Alors, au début, j'ai travaillé avec les administrateurs salariés allemands. Donc, pour toutes les consultations qui ont été faites, parce qu'en Allemagne aussi, il y avait un groupe miroir, donc de cette identique à l'ANC. Et là, nous avons produit une série totalement addictive de 7 webinaires sur la CSRD et la manière de l'utiliser dans le dialogue social. Donc, c'est décliné CSRD et droit du travail. Je vous invite à les regarder ou mieux, vous pouvez les reproduire sur vos sites si vous avez envie parce que ça nous a coûté rien, c'est mon cerveau et puis avec un expert. Et là, nous avons également créé, en fait, j'étais dans un séminaire tripartite à l'Eurofound, CDFOP, donc au niveau européen, et j'ai réussi à créer un petit groupe européen tripartite qui va travailler sur la CSRD. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? C'est pas encore sûr, parce que tout le monde n'est pas aussi enthousiaste de lire 284 pages de normes. Mais si ça marche, on a notre première réunion le 28, et puis on va travailler avec les Allemands, les Danois, les Néerlandais, des Croates, des Polonais, enfin, pour mettre ensemble des données. Donc c'est une petite lueur d'espoir. Je pense que franchement, le dialogue social, ça devrait marcher avec ces données-là. On a tout ce qu'il faut, je pense. Merci. Bravo madame et merci beaucoup. Je confirme que ces webinaires sont addictifs. Je les suis. Pardon, mais là je ne sais pas comment éviter la caméra. J'arrive vers le camp retranché de la SNCF. Vous êtes corporate. Bonjour, Chantal Jolamar, je suis responsable innovation au sein de la direction RSE du groupe SNCF. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez la chance d'avoir un directeur très convaincu et je pense que nous partageons ici pour une certaine partie d'entre nous cette chance. Mais quid des autres ? Alors, il n'y a pas de martingale là non plus, mais est-ce que vous auriez des idées d'argumentaire pour convaincre certains de nos patrons, c'est ça que tu veux dire? Exactement, et notamment ceux qui, bizarrement, resteraient partisans d'un exercice autocratique des pouvoirs ou qui ne seraient pas complètement engagés massivement, durablement et immédiatement dans la transition écologique et solidaire.
On a dit qu'il n'y avait pas de solution magique. Hein. Non, mais Ouais, puis moi, si j'avais la solution pour s'opposer à quelqu'un qui a une vision trop verticale du pouvoir, j'aurais pas toujours eu les conclusions que j'ai eues dans mon histoire. Donc, moi, je crois qu'il faut irriguer. J'ai coutume de dire à mes collègues de l'Institut que je fais une partie, évidemment, sur le fond du travail, et il y a une partie qui est politique au bon sens du terme, à l'intérieur de l'entreprise. Je pense qu'il faut qu'on se réserve du temps pour ça, dans ces fonctions-là. C'est-à-dire d'aller discuter avec les collègues, y compris les collègues des comités de direction, ou peu importe comment ils appellent, des boards, etc. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'acculturation à opérer et de contact. Et puis là, quand un chef d'entreprise n'est pas convaincu, c'est compliqué. Hein. Ça, moi, j'ai pas la réponse à ça. Mais par contre, quand ça l'est, mais qu'il faut irriguer l'ensemble, il y a beaucoup de temps à passer pour discuter, pour convaincre, pour s'affronter aussi. Ça fait partie de la logique normale, s'affronter au bon sens du terme, s'affronter en termes d'arguments. Mais enfin, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai pris beaucoup de temps. En plus, il pouvait y avoir 2-3 craintes, si vous voyez ce que je veux dire, de certains, mais beaucoup de temps pour parler et montrer que. Il faut vraiment éviter d'apparaître comme les chevaliers blancs qui vont arriver et qui vont tout régler. C'est-à-dire ou qui vont tout régler, ou qui vont mettre tout le monde en coupe réglée pour dire voilà, vous devez faire ça. Et pour autant, il ne faut pas non plus être trop gentil et trop lent dans le truc. Il faut avoir des buts de guerre assez précis, assez réguliers, et les faire évoluer au mesure où vous obtenez des transformations. Mais non, j'ai pas de recette miracle. En plus, moi, encore une fois, je me garderais bien de donner des leçons. Mais je crois vraiment que le fait de montrer que c'est du business, de montrer que c'est pas si dur que ça, que les équipes, ça donne du sens, que ça peut aider au recrutement dans certaines fonctions, parce que l'entreprise est porteuse de sens. Voilà, faut essayer de le faire. Et puis après, il faut être un peu filou, comme à chaque fois qu'il faut un peu trouver des trous de souris pour passer, quoi. On pourrait peut-être vous inviter dans certains de nos boards. Ou de conseils. Oui, mais ça fait partie de notre fonction, vous voyez. Parfois, on s'invite les uns les autres parce qu'on cède. Voilà. Une dernière question ? Oui. Là, merci Lydie. Bonjour, juste un éclairage. Vous avez parlé des contrats de transition écologique et ça m'intéressait d'en savoir plus. Ou peut-être que j'ai mal compris. Non, c'était l'idée, mais ça méritait d'être exploré et d'être mis en pratique, parce qu'après ça existait, mais c'était pas exactement, c'était le même nom. Mais ce qu'avait été notre idée à l'époque, c'était de dire, écoutez, il y a des endroits dans les territoires où il va y avoir des transformations. Parce que, d'ailleurs, ça pourrait s'appliquer pas simplement sur la question économique, mais on va avoir une évolution. Enfin, je veux dire, très clairement, on ferme une centrale à charbon. On a fermé les centrales à charbon. De quoi il faut tenir compte ? Et il faut tenir compte, évidemment, des travailleurs concernés, des sous-traitants. Il faut tenir compte de l'impact pour la commune à un moment donné. Il faut tenir compte de quelles conséquences sur les services publics, sur l'école, etc. Et est-ce qu'on est capable de mettre des acteurs au-delà de ce qui doit se passer dans l'entreprise concernée, mais des acteurs autour de la table sur un territoire en disant comment on aborde ça, comment on le traite. Or, et c'était ça l'idée d'une certaine manière qu'on développait de façon un peu plus fine que ce que je viens de dire, pour dire, moi je suis persuadé que tout ça était aussi une histoire d'implication de tous les acteurs au niveau où ils doivent se mobiliser pour faire face aux conséquences de cette transition environnementale, et conséquences étant pas un terme négatif, positif ou négatif. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vu, il n'y aura que de la résistance. Et la résistance, en soi, c'est pas un mauvais mot, mais ce que je veux dire, c'est il n'y aura que de la crainte, et les gens ont un sentiment qu'ils sont associés à rien. Et donc ça s'accompagne. Ça ne s'accompagne pas parce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui joue en disant « je vais vous dire comment il faut faire », parce qu'on appelle à contribution l'ensemble des acteurs d'un territoire à dire voilà, il y a une conséquence
D'ailleurs, pas forcément négative non plus. Il ne faut pas associer les gens que quand il y a des trucs, des ennuis à gérer. On peut aussi les associer quand il y a une perspective positive qui s'opère, et regarder ce que ça va avoir comme impact et comment on peut l'exploiter le mieux possible pour, y compris, démultiplier ces impacts positifs. Donc l'idée de ces contrats de transition écologique, c'était de dire la transformation, elle est à faire à tous les niveaux. Et que ça va avoir des impacts, mobilisons les acteurs pour les anticiper au maximum. Enfin, encore une fois, on le sait tous, c'est vrai à l'échelle d'une entreprise comme à l'échelle d'un territoire, ça fait peur quand ça bouge, quand ça change. Enfin, qui n'aurait pas peur de ça ? Si on veut que cette peur, elle soit discutée, elle soit annihilée par une capacité d'initiative pour accompagner les transformations, faut le faire en créant les espaces de dialogue. Dans l'entreprise, ils existent, imparfaits, mais ils existent. Dans les territoires, ils existent insuffisamment. Et donc, c'était ça, cette proposition. Et je pense que de toute façon, c'est toujours valide parce que les enjeux de transformation sont énormes. Enfin, moi, je compare souvent ça à ce qui s'est passé au moment du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du Covid, hormis tout un tas de difficultés qu'on a tous en tête, mais il s'est passé que dans les territoires, un certain nombre de gens se sont organisés, sans qu'ils aient eu quelqu'un qui les siffle en disant « faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça », y compris parfois pour écouler des productions, notamment dans le domaine agricole ou maritime, etc., pour écouler des productions qui n'avaient pas de débouché puisqu'on était tous bloqués. Il s'est joué des espaces de solidarité qu'on ne pouvait pas soupçonner. Tout ça, on n'en a rien fait. On a considéré qu'on allait revenir à un truc où on allait dire aux gens ce qu'il fallait faire sans leur donner un espace de contribution, de responsabilité. Et du coup, voilà. Je pense, les gens, les citoyens comme les salariés, ils se saisissent des situations qui sont les leurs et ils ont, comme les chefs d'entreprise et autres, ils ont la capacité dans la confrontation des idées à trouver les solutions sur les choix qui les concernent. Mais encore faut-il donner les espaces pour le faire. Et sur la transition environnementale, on sait bien que c'est difficile et qu'on a du mal à trouver les espaces de dialogue démocratique qui vont bien. C'était une proposition pour le faire. Merci beaucoup. C'était la dernière question, Lydie. Oui. J'ai l'impression. Une dernière alors. Merci pour votre intervention. Vous avez, dans votre propos tout à l'heure, souligné que c'est un enjeu de transformation de ressources humaines. Donc on a beaucoup discuté sur le fait que les financiers étaient probablement un partenaire pour les directeurs de RSE. Quelle vision vous avez sur les ressources humaines, voilà, et de leur rôle dans cette transformation? Oui, c'est aussi un partenaire. Enfin, nous, par exemple, sur les questions sur lesquelles on travaille, c'est des questions de formation des collaborateurs, d'évolution des métiers, et ça s'accompagne, y compris en termes de ressources humaines. C'est une question il n'y a pas que les enjeux environnementaux, hein, il y a aussi les enjeux sociaux. Si on veut progresser beaucoup dans la diversité au sein de l'entreprise, mais aussi et en faire forcément une forme de bonne pratique qu'on pourrait transposer ailleurs, on a besoin de le faire avec les ressources humaines. Donc, de toute façon, moi, je pense que toutes les fonctions sont des alliés potentiellement, mais celles-ci, ces deux-là, la direction financière et la direction des ressources humaines, dans une banque, il y a aussi la direction des risques, du contrôle et de la conformité. Et bien évidemment que ce sont des fonctions qui sont, des directions qui sont, dont on doit se faire des alliés. Et les ressources humaines à fond, parce que tout mon propos, il est de dire que la transformation environnementale, elle doit se faire de façon conjointe avec la question sociale. Et ça doit se faire de façon dès le départ. Donc si dans une entreprise, on avance en faisant peu de cas des conséquences en termes de social que ça peut avoir et donc des ressources humaines, on a peu de chances d'y arriver. Et si les ressources humaines sont adverses aux enjeux de transformation, on a peu de chances de convaincre les collègues, les collaborateurs, donc, et les salariés. Donc je pense que c'est aussi un allié. Enfin, en tout cas, il faut s'en faire un allié. Merci pour cette dernière question. Merci infiniment, Laurent. Vous êtes ici en famille, hein. Comme vous l'avez dit, on est tous vos collègues, en fait. Hein. Et puis, on espère que c'est le début d'une belle aventure entre vous-même et l'ORS. Merci beaucoup. Merci.